fait, la question que donc on n'a pas jusqu'ici posé la question sous l'angle de la QVT, parce que en fait, ce qui me frappe beaucoup, même dans l'accord, qui n'est peut-être pas un accord en dur, mais qui est un accord, quand on le lit, il y a de l'inspiration à avoir dans l'accord qui a été fait. Il y a des termes extrêmement forts. Par exemple, je cite un exemple parce que moi, j'avais pas première lecture, j'avais pas bien vu. C'est un accord qui dit il y a le droit à l'erreur des salariés. Oui. C'est pas rien. Ça va parler au docteur Philippe Rodet. Enfin, je veux dire, d'affirmer comme ça, avec un texte qui a une telle force symbolique, au moins symbolique, je ne sais pas s'il aura une force juridique, le droit à l'erreur des salariés, je peux vous dire, c'est quelque chose quand on sait comment ça se passe et que c'est pas si facile que ça pour nous à porter ça alors qu'on le porte. Mais là, plus globalement, au fond, on est à un moment où on se dit, on a pas mal saucissonné les négociations jusqu'ici, les thématiques, égalité homme-femme. Bon, on arrive à vie professionnelle, vie personnelle, voire et donc avec derrière ça les nouvelles technologies, le télétravail. Enfin bon, on arrive à ça. De l'autre, la question des risques psychosociaux. Et en fait, la QVT pose en fait une question de savoir si tout ceci, on ne le saucissonne pas de manière extrêmement un peu artificielle. Et de ce point de vue-là, là encore, je rends quand même hommage à tout, et fortement quand même, au boulot que vous avez fait sur ce texte non signé, mais j'invite vraiment tous les collègues à le lire et à le relire, car je pense que c'est un texte extrêmement puissant, en fait, par l'ampleur des sujets qu'il traite, par le fait qu'il considère enfin qu'il y a des interconnexions entre de très nombreux sujets. Je crois qu'à un moment donné est employé le mot de systémique dans le document. C'est-à-dire qu'effectivement, une entreprise, c'est quand même un système, cette organisation. Et au fond, c'est peut-être un des premiers textes que je vois dans le dialogue social à la française, qui justement essaye d'appréhender l'entreprise dans son ensemble pour ce qu'elle est. Et donc pour une entreprise, la question que je me suis posée du coup, j'ai des collègues dans la salle ici, je me dis, mais c'est un appel qui nous est donné, nous, à ne pas compartimenter les sujets, mais justement à discuter avec les partenaires sociaux de manière beaucoup plus globale que ce qu'on le faisait jusqu'ici. J'ai envie d'entendre le docteur Philippe Rodet qui nous entend parler de la qualité de vie au travail. Vous qui avez beaucoup travaillé sur la souffrance, les manifestations de la non-qualité de vie au travail. D'abord, sur cette nouvelle approche du sujet, qu'est-ce que vous en ressentez? Quel est votre... Je crois qu'on va avoir tout d'abord une obligation d'action. On vit un contexte très difficile. Souvenez-vous déjà, dès octobre 2008, Margaret Chan, la directrice générale de l'OMS, qui alertait en disant « Attention, avec la crise, on va avoir plus de dépression, on va avoir plus de stress, on va avoir plus de suicides. » Quand on regarde en 2012, on sait qu'il faut quelques années, malheureusement, pour qu'après les crises, il y ait une souffrance majeure. Quand on regarde en 2012, en octobre 2012 par rapport à octobre 2011, le nombre de suicides devant les TGV de la SNCF a augmenté de 30%. Donc oui, on est dans une période dure, une période extrêmement douloureuse, et on n'a qu'une possibilité, si elle est de l'avant, c'est agir. Alors d'abord, dans la compréhension de la façon dont on perçoit la difficulté en entreprise, j'ai noté, et vous réagirez peut-être à ce que disait Jean-Christophe, le fait que dans l'accord, on ait dit le droit à l'erreur, la reconnaissance du droit à l'erreur dans l'entreprise. C'est des choses qui vous parlent, qui vous interpellent? Bien sûr que le droit à l'erreur me parle. J'ai entendu parler également tout à l'heure de sens. Bien sûr que la notion de sens me parle. On voit énormément de personnes qui n'ont plus de sens dans leur travail. Et c'est catastrophique. On sait à quel point le sens est protecteur. Quand on parle de sens, ça me rappelle toujours une anecdote, celle d'un aviateur américain pendant la guerre du Vietnam, Charles Plumb. Charles Plumb est pilote sur un porte-avions. Il est pilote d'avion sur le Kitty Hawk. Et il mène à bien 75 missions de combat. À la 76e, son avion est touché par un missile sol-air. L'avion explose et l'objet de s'expulser est de sauter en parachute. Il est incarcéré pendant 6 ans. Et par la suite, quand il rentre aux États-Unis, il donne des conférences pour expliquer un petit peu les moyens qu'il a mis en place pour survivre. Un soir, il est avec son épouse en train de dîner au restaurant. Il y a un homme qui vient le voir, qui lui dit « Vous êtes Charles Plumb, vous étiez sur le Kitty Hawk, vous avez mené à bien 75 missions de combat. » Charles Plumb dit « Oui, mais comment le savez-vous » Et l'homme dit « Ah, j'étais sur le porte-avions, j'étais marin. » Il dit « J'espère que votre parachute s'est ouvert. » Charles Plumb dit « Ah bah oui, heureusement il s'est ouvert, sinon je ne serais plus là pour vous en parler. » Et le soir, quand il se couche, Charles Plumb repense à cet échange.
Et il dit, cet homme, je l'ai salué tous les jours sur le porte-avions. Je ne lui ai jamais dit un mot, je ne lui ai jamais dit comment vas-tu. Pour moi, c'était un mec qui pliait des bouts de tissu. Eh bien, les bouts de tissu qu'il pliait, c'était les parachutes. Oui, on peut voir les bouts de tissu que l'homme plie. On peut voir aussi l'homme qui sauve la vie. Et le sens ne sera pas le même. On peut voir dans une entreprise une personne qui serre des boulons. Mais quand elle serre le boulon qui va bien sur le système de freinage de ma voiture et qu'elle me sauve la vie sur l'autoroute, eh bien ce boulon-là, il est utile, il y a du sens. Le sens, et pour une fois, ce ne sont pas des travaux québécois, on va en profiter quand même, parce que 9 fois sur 10, on cite nos amis québécois. Eh bien, pour une fois, c'est Michel Davezy qui a travaillé dessus, qui est professeur de médecine du travail à Lyon. Michel Davezy dit « Le sens permet à chacun de prendre conscience de l'utilité de son travail ». Eh bien oui, sur ce point, on a de vrais efforts à faire. Il faut que chacun de nos collaborateurs sache à quoi il sert. Et trop souvent, on ne leur dit pas. Trop souvent, le sens n'est pas décliné. Oh, les anecdotes sont faciles, les justificatifs sont aisés. Oh, vous savez, en ce moment, c'est la crise. On ne peut pas donner du sens en période de crise. C'est trop compliqué. Rappelons-nous quand même que l'un des hommes qui a travaillé sur le sens, Viktor Frankl, l'a appliqué dans des camps de concentration. Donc, la crise, oui, ça ne doit pas être un justificatif suffisant. Et vous, DRH, vous avez un rôle clé à jouer dans ce domaine. Si l'on veut que demain, on aille chercher une autre performance, il faut que vous soyez les catalyseurs à la fois d'une performance sociale et d'une performance économique. Et là, c'est votre rôle. Souvenez-vous de cette belle phrase de Jean Boissonnat, ce journaliste un peu atypique, qui disait « Si l'on veut que les choses changent par en haut, on attendra longtemps ou l'on y perdra notre liberté. Si on veut qu'elles changent par en bas, il faut construire et diffuser une culture de la responsabilité. » Oui, c'est à chacun de vous d'agir. Vous lirez dans les propositions de la NDRH une réflexion de Jean-Christophe Sibéras qui dit, pour défendre le fait que la qualité de vie au travail est un sujet prioritaire, c'est que c'est précisément les entreprises qui prendront le plus soin de leurs collaborateurs pendant la période de crise qui sortiront renforcés de la crise. Votre réflexion sur le sujet m'intéresse. Eh bien, cette fois, vous n'y échapperez pas. Je vais vous citer un Québécois qui a un très beau prénom. C'est Michel Tremblay, cette fois. Michel Tremblay, qui est professeur de management à HEC Montréal et qui dit « Les entreprises qui vont prendre le plus soin de leurs collaborateurs pendant la crise, non seulement la traverseront au mieux, mais en sortiront mieux qu'elles y sont entrées. » Eh bien, je crois que c'est l'enjeu. Il faut que l'on prenne plus que jamais soin de nos collaborateurs. Si on veut avoir de la performance économique, il faut commencer par la performance humaine. Bien sûr. Carole veut réagir et je lui passe très volontiers. Je crois que ce que vous dites, c'est simplement remettre l'homme et la femme, au cœur de la prise de décision dans l'entreprise. Et c'est valoriser le capital humain, au même titre que l'on sait valoriser une acquisition immobilière ou les machines que l'on achète. Les salariés, les femmes et les hommes sont un capital très important et aujourd'hui pas suffisamment valorisé. Et donc, nous, on va même plus loin parce que aujourd'hui, et là, c'est aussi pour dédouaner une partie d'entre vous, avec la mondialisation, les décisions ne se prennent plus toutes en France. Et même la notion de sens, parfois, vous, en tant que DRH, vous ne pouvez pas la donner parce que les décisions sont prises ailleurs et pas toujours expliquées. Et ça, c'est quelque chose sur lequel nous devrions travailler. Et puis, deuxième chose, je pense qu'il serait fondamental, en tout cas, c'est une demande que la CFE-CGC va porter, qu'à partir de maintenant, les DRH soient positionnés au même niveau que les directeurs financiers dans les entreprises. C'est là aussi le gage que la politique ne se fait plus que sur des critères financiers. Au moins au même niveau. Au moins au même niveau. Pour nous, c'est fondamental. Vous le retrouvez. C'est un axe du programme que j'ai présenté à Saint-Malo. Et pour nous, c'est fondamental. C'est un facteur clé de succès. Et en tout cas, c'est le gage d'un changement de gouvernance. Et donc là, vous avez des alliés, amis DRH. Peut-être pour intérioriser et illustrer, Philippe Redet, j'aimerais bien que vous nous aidiez, parce qu'il y a quand même une idée générale, je ne sais pas si vous retrouverez là-dedans, qu'un certain stress, c'est aussi positif, y compris en période de crise, parce que l'attention permet la performance. Vous me poussez vraiment au vice. Je vais de nouveau citer des travaux québécois. On doit bien ça à Michel. Et ceux d'Éric Gosselin, en l'occurrence, qui est professeur de psychologie du travail à Montréal. Il a fait une étude sur le lien entre stress et performance. Une étude qui recoupe 52 études, donc quelque chose de difficilement contournable. Il a montré que dans 10% des cas,
il y a cette courbe qui est vraie, qui nous sert de référence en France, où on dit qu'il faut un petit peu de stress pour avoir de la performance. Dans 10% des cas. Dans 15%, ça varie dans un sens ou dans l'autre. Soit on a plus de performance, soit on en a moins. Mais dans 75% des cas, quand on augmente le stress, on diminue la performance. Une autre étude menée par une équipe chinoise et américaine a montré que chez des étudiants, quand on diminue le niveau de stress, on augmente l'expression de leur processus cognitif. Ils sont plus capables d'apprendre, de comprendre, d'imaginer, d'innover, de créer. N'est-ce pas ce que l'on a besoin actuellement? Donc, un niveau de stress pour aller chercher de la performance, on l'a cru à une époque parce que le niveau moyen de stress était très très bas. Maintenant, vu son niveau, on ne peut plus jouer avec, on ne peut plus en rajouter. C'est dangereux et ne croyons pas qu'on ira chercher de la performance par ce biais. Vous avez certainement vu ces études où on demande à 2 groupes d'étudiants de résoudre un problème. Un groupe d'étudiants auquel on ne fait aucune promesse, un groupe d'étudiants auquel on fait une promesse financière. Eh bien là où on va faire une promesse financière, parce qu'on va créer de la pression d'enjeu, parce qu'on va créer du stress, on a les moins bons résultats. Donc, il faut que l'on repense un petit peu effectivement le travail, il faut que l'on repense un petit peu les choses. Il faut, vous aviez raison Carole tout à l'heure, il faut que l'on intègre davantage l'humain. Il faut que l'on prenne davantage conscience de la force de l'humain. Et ça a certainement été un des privilèges de mon métier premier, la médecine d'urgence, de prendre conscience de la force de l'humain. Un jour, j'ai fait des rapatriements pendant une quinzaine d'années. J'étais allé chercher un enfant qui avait 13 ans en République tchèque, à côté de Prague. Cet enfant vivait dans un foyer en France. Il n'avait pas de chance, la garde avait été retirée à ses parents. Et ce foyer l'emmène en vacances, à quelques kilomètres de Prague. Et le deuxième jour, il tombe d'une charrette, la roue de la charrette roule sur la jambe et explose le tibia et le péroné. On va le chercher dès que cet enfant bougeait d'1 millimètre. Il avait un niveau de douleur colossal. Et là, la puissance de la technique, la puissance de la chimie, on utilise des drogues extrêmement fortes, du fentanyl, qui a 200 fois l'effet de la morphine. Et là, on se dit, attention, on va bien voir. Et l'enfant avait toujours mal. Au bout de quelques kilomètres, il me demande si je pouvais lui tenir la main. Et je lui dis oui, bien sûr. Et 7-8 minutes plus tard, je sens sa main se détendre. Il s'était endormi. Arrivé en France, rapatrié, lorsque je vais lui dire au revoir dans son lit, dans un service de chirurgie orthopédique pédiatrique, cet enfant, il y a une grosse larme qui coule sur sa joue, parce qu'on s'était un petit peu rapproché pendant le vol, et il me dit, docteur, toute votre vie, souvenez-vous d'une chose du haut de ces 13 ans, le meilleur traitement de la douleur, c'est la main de l'autre. J'espère qu'on retiendra cette histoire, j'espère qu'on retiendra que ce n'est pas vrai qu'en médecine, dans tous les domaines, l'humain est bien supérieur à la technique. Et juste pour aller plus loin que vous, je pense qu'un atout pour sortir de la crise que nous connaissons, c'est non seulement l'innovation technologique, mais c'est dorénavant l'innovation sociale. Et là, c'est un travail que nous pouvons avoir de concert pour aller chercher des idées nouvelles, sortir du cadre, sortir des sentiers battus. Et c'est là où nous sommes généralement les plus forts en tant que Français, ne pas mettre les pieds dans le chemin qui est tracé. Voilà. Mais je pense qu'il faut qu'on retrouve ce panache, cette audace, et ne pas se laisser enfermer dans des idées préconçues. Vous avez raison, en tant que Français, disiez-vous, je crois qu'on s'est rendu compte à travers la planète que quand on a un management qui est adapté à la culture du pays, on ne fait pas trop de dégâts sur le plan moral. Souvenez-vous du Japon, une culture très ancienne, un management qui est venu de l'extérieur, qui est tourné uniquement vers l'efficience. Eh bien, on se rend compte finalement qu'au Japon, il y a un taux de suicide colossal. En France, où on a des valeurs humaines, on a une culture profondément humaniste d'inspiration gréco-latine, eh bien, il est peut-être important que notre management soit en harmonie avec notre culture. Un tout petit mot, Ghislaine, je sais que vous vouliez réagir. Oui, mais après j'avais presque perdu le fil parce que c'était un peu émouvant quand même. Je voulais dire aussi que, alors bon, moi je suis tout à fait d'accord de mettre l'humain au centre. Alors là vraiment. Faut me rassurer, Ghislaine. Je reviendrai pas là-dessus. Je voudrais dire aussi que et par rapport à ce que vous dites sur le management, sur les méthodes qui nous sont imposées depuis... alors ça fait 30 ans que je suis cadre, donc j'en ai vu qui venaient des États-Unis, toutes d'ailleurs. Au moment où presque ils les abandonnaient, nous, il fallait qu'on les mette en place. Et effectivement, j'avais dit ça à Lyon aussi, et ça fait partie de vos propositions, c'est pour ça que je voulais revenir là-dessus. Mais la question de l'évaluation et de... Intégration des critères. Voilà. Alors vous posez la question comme ça, je dirais c'est un moindre mal. Moi j'irais un petit peu plus loin. J'avais dit il faut revenir sur ces méthodes.
Il faut revenir sur les méthodes d'évaluation qui existent aujourd'hui dans les entreprises, et y compris, il faut revenir sur les stratégies de rémunération. Il faut revenir à des méthodes qui soient plus collectives, moins individuelles. On dit qu'il faut recréer du collectif, mais comment recréer du collectif quand on met tous les jours en concurrence des gens, en les stressant, en leur disant vous aurez un petit peu plus de salaire si vous faites comme ça, et en les opposant à leurs collègues de travail immédiats. Il faut revenir sur ça, parce que je pense qu'effectivement, ce sont des méthodes qui ne sont pas adaptées à notre culture, qui ne sont pas adaptées à notre façon de travailler. Un petit mot sur la fixation des objectifs, cher Philippe. Je sais que là-dessus, c'est encore un sujet sur lequel vous avez à proposer une grille d'analyse. Eh bien, pour une fois, je ne citerai pas un Québécois, vous me le pardonnerez, Michel. Je vais citer un Américain un peu atypique. Vous savez qu'Al Gore, quand il était vice-président des États-Unis, avait créé un pôle de travail, de réflexion sur le travail, justement. Et parmi les personnes qui s'impliquaient, il y avait Mihaly Csikszentmihalyi, un psychologue qui est considéré comme l'un des spécialistes à l'échelle internationale de la psychologie positive. Et quand c'est Martin Seligman qui dit que c'est l'homme de référence, le père de la psychologie positive, on est tenté de le croire. Mihaly Csikszentmihalyi a montré que si on fixait des objectifs trop hauts, en se disant de toute façon on ne les obtiendra pas, mais ce sera quand même pas mal, eh bien on génère du stress et on n'est pas efficace. Si on les fixe au bon niveau, juste au-dessus des capacités de la personne va entrer dans un état de flow, dit-il, un état de concentration optimale où elle sera pleinement efficace. En même temps, elle va prendre conscience qu'elle progresse. Et elle se dépasse, donc elle dépasse c'est l'optimum. Oui, mais n'allons pas fixer des objectifs trop hauts comme on le faisait il y a trop d'années en pensant que non, l'efficacité demain, elle sera dans une juste mesure. Elle sera certainement dans une forme de bienveillance que vous, DRH, vous devez faire émerger. Pas n'importe quelle bienveillance, certainement une bienveillance au service de l'excellence. Juste un petit mot, Carole, et on a un problème de timing là. Non, c'était juste, en fait, j'allais aller sur la même idée, mais simplement fixer des objectifs réalistes, mais ça veut dire aussi en vérifiant qu'il y a les moyens humains et financiers qui vont avec. Ça fait partie du champ global. Et pour nous, du coup, à partir de ce moment-là, une rémunération variable, une individualisation est totalement possible. C'est là où on ne va peut-être pas se retrouver. Un petit mot de Michel Avril. Oui, j'aimerais un petit peu réagir à ce que vous avez dit. Je n'ai pas nécessairement une citation, mais plus ce que j'ai vécu. J'ai été confronté justement dans notre organisation justement à des objectifs très, très élevés. Et effectivement, on ne les rencontrait pas, créer énormément de pression parmi tous les gens qui évoluaient dans l'organisation, jusqu'à temps qu'il y ait une prise de conscience au comité de direction et une sensibilisation au niveau du président pour dire ça ne peut pas fonctionner. Parce qu'il y avait une tendance naturelle de ce qu'on dit, de lever la barre. Et depuis ce temps-là, je vous dirais qu'on réussit à rencontrer nos objectifs et effectivement, on les dépasse. Alors, on a une contrainte de temps. Ce que je propose tout de suite, c'est de vous permettre de poser une ou deux questions, si vous le souhaitez, avant que nous enchaînions avec le résultat des Agoras, ce qui est quand même important, des échanges ce matin, sachant que le sujet que nous évoquons ici est un des sujets qui ont été largement abordés ce matin. Avez-vous des questions à nos intervenants? Je vous en prie. Xavier Grenet. Oui. Alors, je vais en profiter pour que nous saluions Carole qui doit repartir, qui est attendue et que nous remercions beaucoup, mais elle a des contraintes. Merci, chère Carole, à très bientôt. J'espère qu'entre-temps, vous avez remis votre micro en route, Monsieur Grenet. Non, je voulais dire que je trouve que votre table ronde a le grand avantage de nous avoir remis au cœur de quelque chose d'essentiel. Il y a le collectif, oui. Il y a le systémique, ça a été dit, oui. Mais la souffrance, elle est toujours la souffrance d'une personne. Oui. Et je pense que de même qu'ils sont au cœur du débat entre la recherche de la performance et le respect absolu de la personne, les DRH ont aussi dans leur fonction de tenir ensemble ces deux bouts de la chaîne, c'est-à-dire le collectif et l'attention à la personne. Et il y a un mot qui n'a peut-être pas été prononcé, mais qui était finalement très présent dans ce que vous avez dit. Et moi, je pense que ça devrait être 50% du temps de travail des DRH, c'est l'écoute, c'est la bienveillance, à ne pas confondre avec la naïveté,
C'est-à-dire que la bienveillance, elle va avec le discernement. Et puis, c'est de créer la confiance. C'est la reconnaissance qui fait vivre. Dans le fond, moi, j'ai beaucoup aimé, Monsieur Rodet, ce que vous avez dit. J'ai fait un parcours qui est exactement l'inverse du vôtre. J'ai été DRH d'un grand groupe du CAC 40. Et depuis que je suis à la retraite, je suis bénévole en soins palliatifs. Et pour moi, c'est la même chose, dans une plus grande profondeur, une plus grande attention à la personne. Et dans le fond, le plus beau mot de la langue française, qui devrait être le plus beau mot pour tous les DRH, c'est justement ce mot que vous avez dit, c'est le soin, c'est prendre soin de l'autre. Et ça ne veut pas dire que les DRH doivent devenir des petites sœurs des pauvres ou je ne sais quels humanistes. Tout ça, ça se vit dans l'organisation, dans l'attention aux autres, et 50%, je me permets de le dire à tous mes jeunes camarades DRH, 50% de votre temps dans l'écoute et l'attention à chacun. Merci, merci, merci. Je vous propose, à moins qu'il y ait une autre manifestation d'une question impérieuse, allez, je vous l'accorde, une ultime, c'est bon? Bonsoir, Christophe Bensoussan, le président de Satisform. J'étais préparateur mental et physique pour les pilotes de chasse de l'armée. Et je suis très, très étonné que l'entreprise ne prenne pas plus en compte le corps d'un individu. On est capable de faire de la maintenance préventive sur des machines, d'envoyer les voitures à l'entretien. Et quand il s'agit de la maintenance préventive d'un individu sur le plan ne serait-ce que physiologique, aujourd'hui on ne fait pas grand-chose. Et pourrait-on avoir justement une action, ce maillon, qui puisse permettre aussi d'apporter un plus pour l'individu, géré par l'entreprise? Bon, c'est plus une réflexion, je pense, qu'une question. Et merci à vous, et vous avez raison, s'il est un capital de l'individu, c'est évidemment son corps. Et ce n'est pas le médecin, le docteur Rodet, qui nous contredira. Je crois qu'on peut remercier beaucoup l'ensemble de nos intervenants. Jean-Christophe Sibéras, bien sûr, Philippe Rodet, Ghislaine Richard et Michel Labrec. J'espère que vous resterez encore quelques minutes avec nous. En tout cas, un immense merci pour votre témoignage, votre apport, votre témoignage. Je passe la parole tout de suite à notre chère Catherine Carado,